Bonjour, bienvenue sur la Voix de Morgane, j'espère que vous allez bien. J'ai des petits yeux, c'est dû à la fatigue. Et pourtant, ça fait très longtemps que je n'ai pas lu et j'avais envie de lire, voilà. Alors, je reviens et je relis en plus un chapitre que j'ai déjà lu. Je crois que le micro n'était pas branché. Peut-être que je vous laisserai à choisir entre deux versions, avec ou sans micro. J'avais assurément plus d'énergie la dernière fois que j'ai fait cette lecture. C'est parti, chapitre 19. La bibliothèque avait un aspect bien tranquille lorsque j'y pénétrais, et la Sibylle, si c'en était une, était assise confortablement dans un fauteuil au coin du feu. Elle avait un manteau rouge, un bonnet noir, ou plutôt un chapeau de bohémienne à large bord maintenu par un foulard rayé, noué sous le menton. Une chandelle éteinte était posée sur la table. Penchée vers le feu, elle semblait lire dans un petit livre noir, pareil à un livre de prière, à la lueur de la flamme. Tout en lisant, elle marmottait des mots à mi-voix, comme font presque toutes les vieilles femmes, et ne s'interrompit pas à mon entrée. Elle voulait sans doute terminer un paragraphe. Je restais debout sur le tapis du foyer et chauffais mes mains, qui s'étaient refroidies parce que j'étais restée assise assez loin du feu du salon. Je n'avais jamais été plus calme de ma vie. Il n'y avait d'ailleurs rien dans l'aspect de cette bohémienne pour troubler la sérénité de quiconque. Elle ferma son livre et releva lentement la tête. Le bord de son chapeau laissait dans l'ombre une partie de son visage. Je pus cependant voir alors combien il était étrange. Il paraissait complètement bronzé, noirâtre. Des mèches folles s'échappaient en se hérissant d'un bandeau blanc qui passait sous le menton et qui couvrait à moitié les joues, ou plutôt les mâchoires. Elle fixa ses yeux droits dans les miens d'un regard hardi et direct. « Alors, vous voulez que je vous dise la bonne aventure ?» fit-elle d'une voix aussi décidée que son regard, aussi dur que ses traits. « Je n'y tiens pas, la mère. Faites comme vous voudrez, mais je dois vous prévenir que je n'y crois pas. C'est bien de vous d'avoir le toupet de parler ainsi. Je m'y attendais de votre part. Le bruit de vos pas lorsque vous avez franchi le seuil m'en avait averti. Vraiment, vous avez l'oreille fine. Oui, et l'œil vif, ainsi que la cervelle. Vous avez besoin de tout cela dans votre métier. En effet, surtout quand j'ai affaire à des clientes comme vous. Pourquoi ne tremblez-vous pas? Je n'ai pas froid. Pourquoi ne pâlissez-vous pas? Je ne suis pas malade. Pourquoi ne voulez-vous pas consulter mon art? Je ne suis pas une sotte. La vieille sorcière ricana sous son bonnet et son bandeau, puis sortit une pipe noire à tuyau court, l'alluma et se mit à fumer. Après s'être abandonnée pendant quelques instants à l'influence de ce calmant, elle se redressa, ôta la pipe de ses lèvres et, tout en regardant fixement le feu, dit d'un ton délibéré: « Vous avez froid, vous êtes malade, vous êtes sotte. »« Prouvez-le, répliquai-je. »« Je vais vous le prouver en peu de mots. Vous avez froid parce que vous êtes seul. Aucun contact ne fait jaillir la flamme qui est en vous. Vous êtes malade parce que le sentiment le meilleur, le plus élevé, le plus doux qu'un être ait le privilège d'éprouver n'est pas encore en vous. Vous êtes sotte parce que, quelles que soient vos souffrances, vous ne voulez pas lui faire signe d'approcher, ni faire un pas pour aller le trouver là où il vous attend. » Elle plaça de nouveau sa courte pipe entre ses lèvres et se remit à fumer avec vigueur. Vous pourriez dire cela à presque toutes les personnes qui, à votre connaissance, mènent une vie solitaire et dépendante dans une grande maison. Je pourrais le dire à presque toutes. Mais serait-ce exact, même une fois? Oui, si elles sont dans les mêmes conditions que moi. Oui, justement, dans les mêmes conditions que vous. Mais trouvez-moi une autre personne qui soit tout à fait dans la même position que vous. Il serait facile d'en trouver des milliers.
Vous auriez bien de la peine à m'en trouver une seule. Vous ne savez pas que vous êtes dans une situation exceptionnelle, si près du bonheur, que vous pouvez l'atteindre. Tous les éléments en sont prêts. Un seul geste suffirait à les combiner. Le hasard les a quelque peu dispersés. Il ne reste qu'à les réunir pour jouir de la félicité. Je ne comprends pas les énigmes. Je n'ai jamais pu en déchiffrer une de ma vie. Si vous voulez que je vous parle plus clairement, montrez-moi la paume de votre main. Il faut sans doute que je vous donne une pièce d'argent. Bien entendu. Je lui donnai un shilling. Elle le mit dans un vieux pied de bas tiré de sa poche, qu'elle renoua et remit en place, puis me dit de tendre la main, ce que je fis. Elle approcha son visage de la paume et l'examina sans la toucher. « Elle est trop fine, dit-elle. Je ne peux rien voir dans une main comme celle-là, à peu près sans ligne. D'ailleurs, qu'y a-t-il dans la paume d'une main? Ce n'est pas là qu'est inscrite la destinée. Je vous crois, lui dis-je. Non, continua-t-elle, la destinée est inscrite sur le visage, sur le front, autour des yeux, dans les yeux même, dans les lignes de la bouche. Mettez-vous à genoux et levez la tête. Ah, vous en venez à la réalité maintenant, dis-je, en lui obéissant. Je vais commencer à vous faire quelque peu confiance. Je me mis à genoux à moins d'un demi-mètre de son siège. Elle tisonna le feu et un flot de lumière jaillit des braises remuées. Toutefois, dans la position où elle était assise, cette clarté ne fit que renforcer l'ombre où était plongée sa figure, tandis que la mienne en était illuminée. « Je me demande de quel sentiment vous étiez animé lorsque vous êtes venu me trouver ce soir, dit-elle, après m'avoir examiné quelques instants. Je me demande quelles pensées emplissent votre cœur pendant les longues heures où vous êtes assise dans cette pièce là-bas, avec ces gens du beau monde, qui passent devant vous comme des images dans une lanterne magique. De vous à eux, le courant de sympathie n'existe pas plus que s'ils étaient réellement les simples apparences d'êtres humains, sans en avoir l'essence. Je me sens souvent lasse, j'ai parfois sommeil, mais je suis rarement triste. C'est donc que l'avenir vous murmure les promesses de quelque espoir secret qui vous soutient, vous enchante. Non. Tout ce que je puis espérer de mieux, c'est de pouvoir faire assez d'économies sur mes gages pour ouvrir un jour une école dans une petite maison que j'aurai en location. C'est une maigre nourriture pour alimenter la vie de l'esprit. Et lorsque vous êtes assis sur la banquette de cette fenêtre, vous voyez que je connais vos habitudes. Ce sont les domestiques qui vous ont renseigné. Ah, vous vous croyez astucieuse. Eh bien, peut-être. Pour dire la vérité, je connais l'une d'entre elles, Mrs. Poole. Je me relevai d'un bond en entendant ce nom. « Vous la connaissez? Vous la connaissez ?» songeai-je. Décidément, il y a de la diablerie dans cette affaire. « Ne vous alarmez pas, continua l'étrange créature. Mrs. Poole est une personne sûre, discrète et tranquille. On peut avoir confiance en elle. Mais j'en reviens à ce que je disais. Lorsque vous êtes assise près de la fenêtre, ne pensez-vous qu'à votre future école ? Parmi toutes ces personnes qui, sous vos yeux, occupent les canapés, les fauteuils, n'y a-t-il pas quelqu'un qui, présentement, vous inspire de l'intérêt, un visage que vous observez plus particulièrement, une silhouette dont vous suivez les évolutions, au moins avec une certaine curiosité? J'aime à observer tous les visages, toutes les personnes. Mais n'en distinguez-vous jamais une ou peut-être deux parmi tout le reste? Cela m'arrive fréquemment. Lorsque les gestes ou les regards d'un couple laissent deviner quelque intrigue, je m'amuse de ce spectacle. Mais à quoi trouvez-vous le plus d'intérêt? Oh, je n'ai pas grand choix. Le thème est toujours le même. Faire sa cour pour aboutir à la même catastrophe. Le mariage. Aimez-vous ce thème monotone? À vrai dire, il m'est indifférent, il ne me touche en rien. Il ne vous touche en rien. Quand une dame jeune, pleine de vie, de santé, d'une séduisante beauté, parée de tout ce que peuvent donner le rang et la fortune, se montre empressée et sourit à un gentleman que vous connaissez, et de qui, peut-être, vous pensez du bien, je ne connais pas les messieurs qui sont ici. C'est à peine si j'ai échangé une syllabe avec l'un d'eux. Et quant à penser du bien d'eux, certains d'un âge mûr me paraissent respectables, pleins de dignité. Les autres me semblent jeunes, audacieux,
beau et plein d'entrain, mais tous sont certainement libres de recevoir les sourires de qui leur plaît sans que je sois le moins du monde incliné à penser que leur comportement a pour moi de l'importance. Vous ne connaissez pas les messieurs qui sont ici. Vous n'avez échangé une syllabe avec aucun d'entre eux. En direz-vous autant du maître de maison ? Il n'est pas ici. Voilà une réponse habile, une très spirituelle échappatoire. Il est parti pour Millcote ce matin et sera de retour ici ce soir ou demain. Cette circonstance l'exclut-elle de la liste de vos connaissances? Lui ôte-t-elle pour ainsi dire l'existence? Non, mais je ne vois guère ce que vient faire Mr. Rochester dans le sujet d'un tel entretien. Je vous parlais des dames qui sourient aux messieurs. Or, ces jours-ci, tant de sourires se sont offerts au regard de Mr. Rochester que, tels des coupes trop remplies, ses yeux ne peuvent plus les contenir. Vous n'avez jamais remarqué cela? Mr. Rochester a bien le droit de jouir de la société de ses invités. Il ne s'agit pas de ses droits, mais n'avez-vous pas observé qu'entre tous ses propos matrimoniaux, ce sont ceux que Mr. Rochester a eu la faveur d'entendre qui ont été les plus animés, les plus tenaces? L'attention ardente de l'auditeur aiguise la langue du conteur, dis-je, me parlant plutôt à moi-même qu'à la bohémienne, dont la conversation, la voix et les manières étranges m'avaient plongé dans une sorte de rêve. Les phrases inattendues qui se succédaient sur ses lèvres finissaient par m'envelopper dans un réseau de mystification, et je me demandais quel esprit invisible avait ainsi, pendant des semaines, épié les battements de mon cœur et enregistré chacune de ses pulsations. L'attention ardente de l'auditeur, répéta-t-elle. Oui, Mr. Rochester a écouté, pendant des heures, les confidences que des lèvres fascinantes lui faisaient avec un si grand plaisir. Il les accueillait avec empressement et paraissait vivement reconnaissant des charmants instants que cela lui procurait. Vous l'avez bien remarqué. Reconnaissant. Je ne me souviens pas d'avoir décelé la gratitude sur son visage. Décelé. Vous en avez donc fait l'analyse. Et qui avez-vous surpris, sinon la gratitude? Je ne répondis rien. Vous y avez vu l'amour, n'est-ce pas? Et, regardant l'avenir, vous l'avez vu marié, vous vous êtes fait une idée du bonheur de sa femme. Pas précisément. Votre habileté de sorcière est parfois légèrement en défaut. Que diable y avez-vous vu alors? Peu importe, je suis venue pour vous interroger, non pour me confesser. Sait-on si Mr. Rochester doit se marier? Oui, et avec la belle Miss Ingram. Bientôt? Les apparences autoriseraient cette conclusion et vraisemblablement, bien qu'avec une audace qui mériterait un châtiment, vous paraissiez en douter, ils formeront un couple heureux au suprême degré. Mr. Rochester ne peut manquer d'aimer une femme aussi belle, noble, spirituelle et accomplie. Elle l'aime aussi, probablement. Ou sinon sa personne, du moins à sa bourse. Je sais qu'elle considère le domaine des Rochester comme un bien extrêmement désirable, bien que, Dieu me pardonne, je lui ai dit à ce sujet il y a environ une heure certaines choses qui l'ont rendu singulièrement grave. Les coins de sa bouche s'en sont abaissés d'un demi-pouce. Je conseillerais à son ténébreux soupirant d'être sur ses gardes. S'il s'en présente un autre, avec une liste de revenus plus longue et mieux apurée, il sera évincé. Mais la mère, je ne suis pas venue pour entendre dire la bonne aventure de Mr. Rochester, je suis venue pour entendre dire la mienne, et il n'en a pas été question. Votre destinée est encore incertaine. En examinant votre visage, j'ai vu qu'un trait contredisait l'autre. Le destin vous a mesuré une part de bonheur, cela je le sais. Je le savais avant de venir ici ce soir. Il l'a soigneusement mise de côté pour vous. Je l'ai vu faire. Il ne tient qu'à vous détendre la main. Il ne tient qu'à vous d'étendre la main pour la saisir. Mais ferez-vous ce geste? Voilà le problème que je cherche à résoudre. Mettez-vous encore une fois à genoux. Ne m'y laissez pas longtemps, le feu me brûle. Je m'agenouillai. La sorcière, sans se pencher vers moi, se contenta de me regarder fixement en se renversant sur son siège et se mit à murmurer. La flamme vacille dans l'œil. L'œil brille comme la rosée. Il est doux et plein de tendresse. Il sourit à mon jargon. Il est sensible.
Les impressions se succèdent avec rapidité dans sa sphère transparente. Quand il cesse de sourire, la tristesse l'envahit. Une lassitude inconsciente appesantit la paupière, signe d'une mélancolie qu'engendre la solitude. L'œil se détourne de moi pour se dérober à une plus complète investigation. Et par son expression moqueuse, ne semble pas ajouter foi à l'exactitude de découverte que j'ai déjà faite, refusant ainsi d'admettre mon grief contre la sensibilité, la tristesse. Mais son orgueil et sa réserve ne font que confirmer mon opinion. L'œil est favorable. Quant à la bouche, elle est parfois ravie de rire. Elle est prête à révéler ce que le cerveau conçoit, bien qu'elle reste sans doute muette sur presque tout ce qui se passe dans le cœur. Mobile et flexible, elle ne fut jamais destinée aux contraintes de l'éternel silence de la solitude. Cette bouche est faite pour s'épancher auprès d'un être aimé auquel elle prodiguerait ses sourires. Voilà encore un trait qui est favorable. Rien ne s'opposerait à une heureuse destinée si ce n'était le front. Le front semble dire « Je puis vivre seul, si le respect de moi-même et les circonstances m'y obligent. Je ne veux pas vendre mon âme pour acheter le bonheur. J'ai en moi un trésor, infus avec la vie, qui sera ma raison d'exister, si tous les plaisirs de ce monde doivent m'être refusés ou s'il me faut les obtenir à un prix que je ne puis donner. » Le front déclare « La raison est bien en selle et tient les rênes. Elle ne permettra pas au sentiment de s'emporter pour la précipiter dans de terribles abîmes. Les passions peuvent se déchaîner avec fureur comme de vraies païennes, les désirs peuvent, dans leur fantaisie, poursuivre toutes sortes de choses vaines, le bon sens aura toujours le dernier mot dans chaque débat et la voix prépondérante dans chaque décision. Le vent peut souffler en tempête, la terre trembler, l'incendie faire rage. Mon guide sera toujours cette voix calme et légère, interprète des ordres de la conscience. Voilà qui est bien dit, Front. Tes déclarations seront respectées. J'ai tracé mes plans, des plans que j'estime honnêtes, parce que j'ai tenu compte des exigences de la conscience et des conseils de la raison. Je sais avec quelle rapidité la jeunesse se fanerait, la fleur périrait si, au fond de la coupe enchantée qui lui est offerte, un peu de honte sous forme de lit ou le moindre arrière-goût de remords y était découvert. Je ne veux pas de sacrifice, pas de tristesse, pas d'anéantissement. Ce n'est pas de mon goût. Je désire faire épanouir et non pas flétrir, mériter la reconnaissance, non faire verser les larmes de sang, pas même des larmes amères. Il me faut une moisson de sourires, de caresses, de douceur. En voilà assez. J'ai l'impression qu'une merveilleuse folie me fait délirer. Je voudrais prolonger indéfiniment cet instant, mais je n'ose. J'ai réussi jusqu'à présent à rester maître de moi. J'ai joué cette scène comme je m'étais juré de la jouer, mais si je poursuivais, l'épreuve risquerait d'être au-dessus de mes forces. Relevez-vous, Miss Eyre, laissez-moi, la comédie est terminée. Où étais-je? Étais-je endormie ou éveillée? Était-ce un rêve? Rêvais-je encore? La voix de la vieille femme s'était transformée, son accent, ses gestes, tout m'était aussi familier que mon propre visage dans un miroir, que les paroles de mes propres lèvres. Je me relevai, mais ne partis pas. Je la regardais. Je ranimai le feu et la regardais encore, mais elle enfonça son chapeau, ramena son bandeau sur sa figure et de nouveau me fit signe de partir. La flamme illumina sa main tendue. Sortie de ma torpeur à présent et à l'affût de nouvelles découvertes, je remarquai tout de suite cette main. Ce n'était pas plus la main desséchée d'une vieille femme que la mienne, mais une main ronde et souple aux doigts lisses et bien faits. Une large bague brillait aux petits doigts. Je m'inclinai pour la voir de plus près et reconnus une pierre que j'avais déjà vue 100 fois. Je regardai de nouveau le visage qui ne se détournait plus de moi. Au contraire, le chapeau était enlevé, le bandeau déplacé, la tête portée en avant. « Eh bien, Jane, me reconnaissez-vous » demanda la voix qui m'était familière. « Enlevez ce manteau rouge, monsieur, et alors ?»« Mais les cordons se sont noués, aidez-moi. Arrachez-les, monsieur. » Voilà, loin de moi, vêtements d'emprunt, et Mr. Rochester sortit de son déguisement. « Vraiment, monsieur, quelle étrange idée ! Mais bien mise en œuvre, hein, ne trouvez-vous pas ? Vous n'avez pas dû manquer d'habileté avec ces dames, et avec vous. Vous n'avez pas joué le rôle d'une bohémienne avec moi. Quel rôle j'ai-je donc joué? Le mien? Non. Un rôle que je ne m'explique pas. Bref, je crois que vous avez tenté de me faire parler ou de me circonvenir.
Vous avez dit des choses qui n'ont pas de sens, pour que j'en dise à mon tour. C'est à peine loyal, monsieur. Me pardonnez-vous, Jane? Je ne peux pas vous répondre à brûle-pourpoint. Si après réflexion je trouve que je n'ai pas dit trop de sottises, j'essaierai de vous pardonner, mais cela n'est pas bien de votre part. Ah, vous avez été très correct, très circonspect, très sensé. Je me mis à réfléchir et, le tout bien considéré, je trouvais que c'était exact et j'en fus rassurée. À dire vrai, j'avais été sur mes gardes presque depuis le début de cet entretien, soupçonnant une supercherie. Je savais que les bohémiennes et les diseuses de bonne aventure ne s'exprimaient pas comme cette prétendue vieille femme. J'avais remarqué sa voix contrefaite, son souci de dissimuler ses traits, mais c'était à Gracepool, cette vivante énigme, ce mystère des mystères, tel que je la considérais, que j'avais songé. Je n'avais pas pensé un instant à Mr. Rochester. « Eh bien, fit-il, à quoi songez-vous? Que signifie ce grave sourire ?» La surprise et les félicitations que je m'adresse, monsieur. Vous me permettez de me retirer maintenant, je suppose? Non, restez un moment. Et dites-moi ce que font mes hôtes au salon. Ils parlent sans doute de la bohémienne. Asseyez-vous. Racontez-moi ce qu'ils ont dit à mon sujet. Il vaut mieux que je ne reste pas longtemps, monsieur. Il doit être près de 11 heures. Oh, savez-vous, Mr. Rochester, que depuis votre départ ce matin, un étranger est arrivé ici? Un étranger? Non. Qui peut-il être? Je n'attendais personne. Est-il reparti? Non, il a dit qu'il vous connaissait depuis longtemps et pouvait prendre la liberté de s'installer ici jusqu'à votre retour. Diable, il a dit cela? A-t-il donné son nom? Il s'appelle Mason, monsieur. Il vient des Antilles, de Spanish Town, à la Jamaïque, je crois. Mr. Rochester se tenait debout près de moi. Il m'avait pris la main comme s'il voulait me faire asseoir. En entendant ces mots, il me serra convulsivement le poignet. Son sourire se glaça sur ses lèvres. Un spasme parut lui couper la respiration. « Mason, les Antilles, dit-il d'un ton qui donnait à penser que ces simples mots sortaient de la bouche d'un automate parlant. Mason, les Antilles, répéta-t-il, et il prononça encore ces syllabes par 3 fois, devenant d'instant en instant plus pâle que la cendre, semblant à peine conscient. « Vous sentez-vous mal, monsieur ?» lui demandai-je. « Jane, j'ai reçu un coup, Jane. » Et il chancela. « Oh, appuyez-vous sur moi, monsieur. »« Jane, une fois déjà, vous m'avez offert votre épaule, donnez-la-moi encore. »« Oui, monsieur, oui. Et mon bras. » Il s'assit et me fit asseoir près de lui. Il caressa ma main qu'il tenait dans les siennes, tout en me regardant avec une angoisse et une tristesse indicibles. « Ma petite amie, dit-il, je voudrais être seul avec vous, dans une île perdue où les soucis, les dangers, les hideux souvenirs ne pourraient m'atteindre. Puis-je vous aider, monsieur? Je donnerai ma vie pour vous servir. Jane, si j'ai besoin d'aide, c'est auprès de vous que je la chercherai, je vous le promets. Merci, monsieur. Dites-moi ce qu'il faut faire, je puis au moins essayer de vous rendre service. Allez me chercher un verre de vin dans la salle à manger. Ils doivent être en train de dîner. Vous me direz si Mason est avec eux et ce qu'il fait. J'y allais et je trouvais les invités qui dînaient, comme me l'avait dit Mr. Rochester. Personne n'était assis à table. Le repas avait été disposé sur le buffet où chacun s'était servi selon son goût. Tous étaient dispersés dans la pièce par petits groupes, leurs assiettes et leurs verres à la main. Pas un qui ne fût plein d'entrain. Le rire et la conversation de toutes parts étaient très animés. Mr. Mason était debout, à côté du feu, causant avec le colonel et Mrs. Dent. Il semblait aussi gai que les autres. Tandis que je remplissais un verre de vin, je vis Miss Ingram me regarder en fronçant les sourcils. Elle trouvait sans doute que je ne me gênais guère. Je regagnai aussitôt la bibliothèque. L'extrême pâleur de Mr. Rochester avait disparu. Il avait de nouveau retrouvé courage et fermeté. Il me prit le verre des mains. « Je bois à votre santé, esprit secourable, dit-il. Il but, me rendit le verre et me demanda. « Que font-ils, Jane ?» Ils rient, ils causent, monsieur. Ils n'ont pas un air grave et mystérieux comme s'ils avaient appris quelque chose d'étrange. Pas du tout. Ils sont pleins de gaieté et ne font que plaisanter. Et Mason, il rit comme les autres. Si tous ces gens venaient ici en groupe me cracher au visage, que feriez-vous, Jane? J'essaierai de les faire sortir, monsieur. Il ébaucha un sourire.
Et si, voulant les joindre, ils se contentaient de me regarder avec froideur, de chuchoter entre eux d'un air méprisant et de partir l'un après l'autre, me laissant seule, que feriez-vous? Iriez-vous avec eux? Je crois que non, monsieur. J'aurais bien plus de plaisir à rester avec vous. Pour me consoler? Oui, monsieur. Pour vous consoler, autant que cela serait en mon pouvoir. Et s'il vous mettait au banc de la société pour m'être resté fidèle? Je l'ignorerais probablement et, dans le cas contraire, je n'y attacherais aucune importance. Alors vous braveriez le blâme pour moi. Je le braverais pour n'importe quel ami digne de mon attachement, comme je suis certaine que vous l'êtes. Retournez maintenant à la salle à manger. Allez trouver tranquillement Mason et dites-lui à l'oreille que Mr. Rochester est de retour et désire le voir. Puis vous le ferez entrer ici et vous nous laisserez. Bien, monsieur. J'exécutais son ordre. Tout le monde me regarda d'un air ébahi tandis que je passais au milieu des groupes. J'allais trouver Mr. Mason. Je lui fis part de mon message et le précédai hors de la pièce. Je l'introduisis dans la bibliothèque, après quoi je montai. Tard dans la nuit, alors que j'étais couchée depuis un certain temps, j'entendis les invités se retirer dans leur chambre. Je distinguai la voix de Mr. Rochester qui disait « Par ici, Mason, voilà votre chambre. » Il parlait gaiement. Ce ton joyeux me rassura et je m'endormis bientôt. Et c'est la fin du chapitre 19. Et je ne vais pas continuer plus avant cette lecture, mais je la reprendrai bientôt. Voilà. Si je pouvais, je passerais mes journées à lire. La moitié de mes journées à lire, l'autre moitié à faire autre chose. Ce serait le rêve pour moi. Ah, pardon. C'est tellement... Je suis surprise qu'on m'appelle. C'est tellement rare que je reçoive un appel. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à lire, à dire? Ah si, tenez. J'étais en train de lire... J'ai de ces choses... J'étais en train de lire une promesse de... Alors, je ne sais pas prononcer son prénom, je ne sais pas. Serge Chalandon. J'espère que je ne l'ai pas abîmé. Et j'ai beaucoup aimé un paragraphe. Est-ce que je peux vous le lire? De toute façon, vous ne me répondez pas, personne ne me répond. Attendez. Ça parle de vélo. En ce moment, je fais du vélo. Alors, je crois que c'est pour ça. Juste un petit paragraphe. C'est à la mort de sa femme qu'il a compris pourquoi il avait peur de la route. Pourquoi, depuis l'enfance, il marchait à côté des vélos. Pourquoi il n'avait jamais passé son permis de conduire. Pourquoi il se collait au mur quand un moteur le grondait. Il avait peur parce que sa femme allait mourir. Elle ne le savait pas, il ne le savait pas. Personne ne le savait. Mais lui, à 6 ans, quand on lui a offert sa première bicyclette, lorsqu'il l'a vue, toute rouge, toute neuve, toute haute, appuyée contre le mur de la maison grise, il a eu peur et il a pleuré. Il a pleuré sans savoir pourquoi. C'est bien découpé, hein. Le rythme est vraiment parfait. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que vous allez bien. Je recommence au début, non? Je suis soit en roue libre ou alors en... Je ne sais plus comment on dit. Pardon. Trop de fatigue pour m'exprimer correctement. Déjà, qu'en temps normal, c'est pas terrible. Alors,
Non, je m'exprime bien. Bon, merci beaucoup. À très bientôt. Prenez soin de vous surtout. Merci.